Bien, bienvenue à ceux qui sont restés pour la deuxième mi-temps de cette présentation que nous allons essayer d'animer de la façon la plus dynamique possible en ayant pour consigne bien d'aller un tout petit peu plus loin à partir de quelques questions auprès de nos invités. Donc j'accueille une personne nouvelle sur le projet Numactive, Christine François, qui est DAN de l'Académie de Nancy-Metz, et vous avez compris que Numactive était un projet qui rassemblait un bon nombre d'établissements et donc qui était piloté au niveau du territoire et du rectorat. Et donc Christine François a accepté de venir participer à cet échange de fin de journée. Et puis nous recevons à nouveau les collègues qui se sont prêtés, que je félicite d'ailleurs d'avoir réussi cet exploit de présenter en quelques minutes seulement leur projet dont ils avaient certainement envie de parler encore davantage. Mais on les remercie. Donc un petit moment, j'ai le plaisir d'animer ce temps d'échange avec Annie Di Martino, qui est professeure dans l'Académie de Versailles, professeure formatrice, qui est aussi auteur d'un livre sur le socle, co-auteur d'un livre autour du socle commun, et donc qui va, je dirais, plutôt s'occuper de la partie individualisation, personnalisation. Mais Annie nous en dira plus sur ces différents termes, puisqu'on a parlé de personnalisation, elle nous définira peut-être un petit peu plus ces différents termes. Moi, puisque je suis là pour aussi la DNE, je vais me permettre d'introduire un petit peu dans cette direction et de donner une vision un petit peu globale de cet environnement numérique dans lequel nous baignons, de par une loi de refondation qui, en 2013, a inscrit le numérique dans la loi en créant un service du numérique éducatif qui s'est concrétisé. Alors, c'était déjà le cas depuis quelques années, mais fermement et fortement, dans un certain nombre de services qui sont mis à la disposition des enseignants. Alors ne croyez pas que je viens faire de la publicité, je viens simplement rappeler un certain nombre de projets, de grands projets qui ont été menés depuis ces années 2010-2013. Donc les ENT, des ressources autour de l'orientation, autour du soutien scolaire. Vous avez le CNED avec d'école, par exemple, sur le salon, des ressources, des fondamentaux, plus récemment les banques de ressources et du tech. C'est aussi au travers du développement d'équipements individuels du plan numérique que ce service du numérique éducatif s'est développé. En toile de fond, bien sûr, et c'est le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est la perspective de pouvoir mettre en œuvre plus facilement une pédagogie qui favorise un apprentissage au plus près de l'élève, plus efficace, et c'est bien autour de ce sujet que nous avons échangé jusqu'à maintenant. Alors, au-delà de la question des équipements, je voudrais quand même parler de l'apport de l'informatique en tant que science pour améliorer des méthodes fondées sur l'adaptative learning, des algorithmes sophistiqués qui permettent de définir un profil d'apprenant, d'adapter les ressources. Il ne faut pas oublier que nous avons effectivement devant nous un pan de la recherche extrêmement actif autour de ces questions, des traces d'apprentissage, pour aussi suivre la progression et adapter au parcours des élèves. Alors, ce sujet fait débat, c'est un sujet de société important, mais la personnalisation étant toujours présentée comme le Graal de la transformation numérique, c'est aussi l'exploitation de données personnelles dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc je tenais quand même à évoquer ce sujet qui est un sujet qui peut être extrêmement porteur. Alors aujourd'hui, l'institution Éducation nationale, comme je vous le disais à l'instant, s'est fortement impliquée dans ce projet numérique, dans cette stratégie numérique, par la formation, donc les ressources. Est-ce qu'il s'est suffisamment impliqué? Jusqu'où pouvons-nous aller? Quelles seraient les étapes suivantes pour que cette transformation numérique résiste, fasse lâcher les derniers remparts? Eh bien, ce sont quelques questions, quelques idées que nous allons échanger avec nos intervenants d'aujourd'hui, puisque à travers leurs expériences, ils ont certainement eu à se confronter ou à s'appuyer sur l'école dans ce qu'elle a d'organisation, de contraintes, mais aussi d'éléments facilitateurs. Donc on va un petit peu échanger aussi autour de cette question. Alors, je vais me tourner vers Annie. On a eu l'occasion, Annie, ensemble, de lire
beaucoup de choses. Et puis tout à l'heure, on vient d'écouter ces projets. Alors globalement, qu'est-ce qu'on en tire de ces projets? Est-ce qu'il y a un enthousiasme? Et sur quoi repose cet enthousiasme? Donc il m'a été demandé de prendre connaissance de ces expérimentations, de ces beaux projets et de présenter maintenant ce que j'en avais pensé. Alors de base, j'en ai pensé que du bien. Ça, c'était un principe de base. Après, je suis allée voir dans le détail et en plus, c'était vrai. Je n'en pense que du bien. Et si je reprends les projets, pas tout à fait dans l'ordre de la présentation, pour des questions de lecture de fiches, en tout premier, monsieur nous a parlé des badges numériques. Ce que j'apprécie dans cette expérience, c'est que ça concerne tout un niveau. C'est pas un prof dans une classe. J'ai rien contre les collègues qui essayent une chose dans une classe, mais là, je trouve qu'on est vraiment dans une autre dimension. Tout le cycle 4 est concerné dès cette année ou le sera l'année prochaine, hein, je crois. Alors j'apprécie également que le projet s'appuie sur de l'évaluation descriptive, qui est quelque chose sur lequel je travaille depuis un petit moment. Il me semble que sur quand même le nombre d'élèves concernés, ce qui est important, c'est le travail en équipe qui s'est mis en place petit à petit avec des nouveaux collègues cette année. J'ai noté aussi 2 faits vraiment qui m'ont intéressée. Le fait que les élèves ont la possibilité de faire plusieurs essais. Et le fait qu'ils demandent eux-mêmes leur badge. Je crois que c'est ce que vous appelez de l'auto-évaluation. L'école actuelle, elle peine à comprendre qu'il n'est pas indispensable de réussir du premier coup. Moi, j'ai passé mon code 4 fois pour des raisons qui ne vous regardent pas. On ne m'a pas donné un quart du papier rose. Une fois que j'ai eu le code, j'ai eu le droit de montrer que je savais également conduire un véhicule. Et donc, pourquoi à l'école, ça, c'est pas une chose possible? Eh bien, voilà vraiment quelque chose que je trouve super dans ce projet-là. Alors, peut-être que je ne l'ai pas lu dans les fiches ou entendu et qu'il y a cette possibilité-là dans les autres projets. Mais peut-être, voilà, s'il y a une chose à retenir, numérique ou pas numérique, c'est ça. Permettre dans nos classes qu'il y ait de multiples essais. En plus, donc, les élèves demandent la validation, l'obtention du badge en explicitant. Voilà, ils sont amenés à devenir, alors j'ai noté une citation, évidemment pas l'auteur, à devenir meilleurs qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de compétition, c'est même pas une idée d'émulation, c'est moi avec moi, comment je peux être encore plus moi et encore meilleur. Vraiment 2 choses que j'ai beaucoup aimées. Dans l'expérimentation de la classe numérique à la classe de demain, une expérimentation avec les tablettes, moi, c'est un truc qui me paraît simple et énorme à la fois. Quand on explore ce projet, on part d'un petit fil et on s'aperçoit qu'il y a une énorme pelote pédagogique derrière. Donc ça commence par, voilà, j'ai des tablettes, j'ai des élèves à besoins particuliers. Et puis ça finit par, ou ça continue, par tout un territoire mis en réseau. Là, c'est pareil, quand on arrivera à faire ça et le numérique avec notamment Survive on Mars, on s'aperçoit que c'est une chose qui est possible. Donc dans ce projet, j'apprécie aussi que le matériel qui a été choisi, le logiciel qui a été choisi permet l'adaptabilité des supports de lecture. Ça, c'est bien expliqué dans les fiches. Dans le Péchakucha, on n'a pas le temps de tout dire, mais ça, c'est vraiment super, quoi. C'est l'élève qui, en fonction de son trouble spécifique de l'apprentissage, des conseils peut-être de son orthophoniste, de ses enseignants ou les autres élèves, parce qu'on a aussi des élèves qui ne sont pas 10 et qui préfèrent telle interligne ou bien telle présentation. Et ça, moi, je trouve vraiment agréable que le matériel numérique nous permette cette adaptabilité. J'apprécie le fait que les élèves puissent travailler à des rythmes différents, qu'ils puissent travailler avec des entrées différentes. Je lis le texte d'abord, j'écoute la bande son d'abord, je vais écouter 2 fois la bande son, après je vais travailler sur le corps du texte. C'était extra cette diapo où on voit que grâce au stylet, l'élève a pu faire ce qu'on fait d'habitude avec une bête photocopie et qui après est perdu quelque part dans le classeur dans le cas de mes élèves.
je trouve qu'il y a une ergonomie intellectuelle et matérielle dans ce projet. Et bon, je ne sais pas trop ce que j'ai écrit. Oui, le professeur peut entrer vraiment tout un univers. C'est bien déjà si en différenciation pédagogique, il peut y avoir tout un itinéraire. Mais là, il y a des itinéraires et des territoires. C'est intéressant pour l'élève aussi, puisque il peut sélectionner vraiment tout un tas de choses et en garder la trace dans son classeur numérique. Alors, monsieur à côté de moi vous a présenté la classe implicative avec une belle formule qu'on a entendue dans une autre équipe, peut-être la vôtre, je crois. C'est le professeur qui passe côte à côte, non plus face à ses élèves, mais bien côte à côte. Là, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas dans les élucubrations du premier, des Mohicans, du numérique, mais de tout un travail d'équipe, parce que j'ai déjeuné avec les personnes qui ont présenté, et on sent vraiment tout le travail qui est derrière, où le numérique, il est là, et en même temps, c'est pas l'essentiel. Moi, j'étais restée scotchée sur les capsules, tout le côté chronophage de la conception de la capsule, et on a bien entendu avec leur péchakucha, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette présence du professeur, et peut-être que la personnalisation, on va la retrouver là. On va la retrouver dans le fait que je suis pas là pour... bon, je dis je parce que vous êtes des gens formidables. Je ne suis pas là sur mon estrade pour envoyer du contenu, parce que je suis prof d'histoire-géographie, donc le contenu, voilà, hein, j'en ai plein à envoyer. Je suis là pour que le contenu, bien finalement, les élèves puissent se l'approprier. Et dans cette présentation, moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Du coup, je leur ai demandé, alors, est-ce que ça a bouleversé votre pédagogie? Et là, ça a été oui. Ça n'est plus du tout comme avant. Alors, Numavenir, du coup, Numavenir, c'est madame. Là encore, c'est un projet qui me paraît ambitieux. J'ai été scotchée par le nombre d'élèves et le nombre d'établissements. Là, la puissance du numérique, la mise en réseau, elle est extraordinaire. Bon, on voit bien qu'il y a tout le soutien de l'institution derrière. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. On voit qu'à partir de quelque chose de relativement simple, alors ne me tapez pas dessus tout de suite, hein, mais voilà, il y a eu le choix d'un outil, la carte heuristique. Alors forcément, moi, c'est ça que j'aime, parce que j'anime aussi des stages autour de la démarche, pas la carte, mais la démarche heuristique. Donc oui, c'est un outil formidable. Là, le numérique, les jeunes, je ne sais pas où ils sont, nous ont bien expliqué à quel point c'est important pour eux, puisque le jeune homme a dit c'est fini les gribouillis. Là où, personnellement, en tant qu'enseignante, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un logiciel, mais ça y est, je l'ai entendu l'intérêt. Le jeune vient de me l'expliquer, il me dit moi, je ne veux pas de gribouillis. Je veux quelque chose de bien et de propre et que je puisse modifier jusqu'à ce qu'il me plaise. Je suis particulièrement sensible, c'était pas dans le Pushakusha, mais dans les notes qui m'ont été transmises, par toute la réflexion qu'il y a autour de l'évaluation dans ce projet, avec de la modération. C'est pas parce qu'on est dans le numérique que tout d'un coup, tout ce qu'il y avait avant, on fait table rase et on fait autre chose. C'est de la modération, on passe pas du tout note au tout sans note. C'est, voilà, les choses avancent, si j'ai bien compris, petit à petit. Les profs aussi avancent à leur rythme. J'ai entendu parler d'auto-évaluation et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est la deuxième fois après les badges numériques, parce que l'auto-évaluation, c'est une activité extrêmement difficile, d'un très haut niveau taxonomique, et il faut absolument, j'allais dire former nos élèves, je ne sais pas si on forme à l'évaluation, mais en tout cas amener nos élèves à s'évaluer de mieux en mieux, évaluer leur production, leurs compétences, parce que qui dit auto-évaluation dit petit à petit prise de conscience, donc auto-régulation, plus je prends conscience de mes avancées, de mes difficultés, de la manière dont je travaille, plus je vais m'auto-réguler dans mes apprentissages suivants, et plus je vais, théoriquement, aller vers de la réussite, donc de la motivation. Donc vraiment, c'est un travail qu'il faut mener. Et j'aime aussi, le désir de transparence qu'il y a autour de l'évaluation. Excusez-moi, c'est un peu une lubie chez moi, une manie. Le désir de transparence autour de l'évaluation qu'il y a entre l'équipe enseignante, les élèves
et les familles, où il me semble que beaucoup de choses sont explicitées. Alors, Survive on Mars. Alors, what else? Moi, c'est un projet que j'avais déjà découvert l'année dernière à la journée de l'innovation et qui m'avait, je vais employer un mot de mon âge, hein, il m'avait épaté. D'abord parce que visuellement, c'est aller le voir, hein, c'est vraiment une splendeur. Et puis parce qu'on joue. Alors moi, j'aime bien jouer. Et nos élèves aussi, hein, ils l'ont assez dit, aiment bien jouer. Bon, plus sérieusement, ce qui me bluffe là-dedans, c'est le contenu scientifique, le sérieux du contenu scientifique, la veille scientifique qui est réalisée et la mise à disposition des élèves. C'est quand même que des secondes, quoi. Des secondes, c'est comme mes troisièmes, à peine un peu plus mûrs. Eh ben, ils ont des documents du CNRS, de la NASA. On les prend pas pour des billes. Je suis épatée. Là aussi, on retrouve l'idée de territoire, puisque moi, je trouve que les gens qui travaillent en équipe, quelque part, c'est ça qui fait réussir les élèves. Enfin, c'est un des éléments, de mon point de vue, qui fait réussir les élèves. Et là, ils ne sont même pas dans le même établissement. Ils ne sont même pas dans le même bassin. Ils ne sont même pas dans la même académie. On est sur une dizaine de pays de l'Union européenne ou du continent européen. Bref, là, le numérique, je ne suis pas très pour, je ne suis pas très contre non plus, mais je dis là, vraiment, il y a eu une mise en réseau par Twitter, si j'ai bien compris, et maintenant, ils ont même développé leur réseau martien. Je dis ça, c'est vraiment des profs extraterrestres. Alors, dans les documents qui m'avaient été fournis, qui sont disponibles en ligne, en fait, ils parlent de toutes les compétences qu'ils veulent développer chez leurs élèves et du coup évaluer. Donc évidemment, il y en a énormément. J'apprécie qu'on ait pensé aux compétences transversales. Alors, j'ai juste que, en tant que professeur d'histoire-géographie, enseignement moral et civique, j'ai vu développer l'esprit critique dans les compétences scientifiques. Donc si juste ça pouvait passer dans les transversales, ça me ferait plaisir. Voilà, merci. Alors merci Annie pour cette analyse et ce regard très bienveillant, parce qu'effectivement on a été enthousiasmés, je crois. Moi j'ai 2 ou 3 points qui rejoignent un petit peu les questions qui sont posées là sur l'écran devant moi et qui reviennent du public. En vous écoutant, je me suis dit qu'il y avait quand même un vrai sujet, c'était celui de l'équipe et de la construction de l'équipe et de la manière dont vous avez été accompagné dans l'établissement. C'est une question de pilotage qu'on retrouvera au niveau académique pour le projet Numactif, par exemple. Donc ça, c'est ma première question. Comment est-ce que ça se passe dans un établissement quand on débarque avec un projet comme ça, quand l'idée, généralement, elle vient d'une ou 2 personnes de rencontre, et comment est-ce qu'on fait pour élargir et pour emmener tout le monde? Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, et c'est un petit peu proche, c'est on voit bien qu'on a une approche par le jeu, ici, une approche par une évaluation qui quand même bouscule un petit peu, un travail avec les élèves qui rompt un petit peu les temps de travail, on est un petit peu à cheval sur le temps scolaire, le hors scolaire. Comment est-ce qu'on fait pour manipuler cette tension entre les contraintes de l'école et puis ce projet qui bouleverse tout? Comment est-ce qu'on arrive à rester un peu entre les deux? Et puis, je vais ajouter, et les familles. Comment est-ce que les représentations de l'école, qui sont certainement très bousculées, arrivent à évoluer avec les familles, voire même les élèves? Alors, je vous lance le micro, enfin, de façon virtuelle, et puis vous attrapez la réponse, vous répondez à ce qui vous intéresse. Est-ce que vous avez envie de développer? En ce qui concerne en tout cas le projet Survive on Mars, donc on est toujours un petit peu en équilibre finalement entre les attentes institutionnelles et le fait qu'il faille faire un programme, qu'il faille faire un certain nombre de choses, et le jeu qui va permettre de rattacher les élèves, de les accrocher, de les motiver, etc. Et donc c'est quelque chose en fait qui se décide pas forcément complètement à l'avance, et on fait un petit peu de la dentelle en fonction des élèves qu'on a, des parents qu'on a, etc. En tout cas, de notre côté, les retours sont généralement plutôt positifs. Alors ça ne veut pas dire que c'est du 100%, et l'important c'est de bien expliquer finalement pourquoi on fait ça, quel est l'intérêt des choses. Et pareil au niveau de l'établissement de manière générale,
expliquer, montrer, pas forcément dire que c'est la chose la plus comment dire, que c'est la panacée absolue, ce qui n'est pas du tout le cas, et accepter aussi le regard des autres et la critique pour pouvoir aussi s'améliorer. Je pense que c'est vraiment le genre de choses qui va permettre de faire avancer tout le monde en fait. Allez-y, je vous en prie. Oui, par rapport à comment un projet de ce type se met en place et quelle est je dirais, la dynamique d'un établissement par rapport à cela. En ce qui nous concerne, le projet est venu, je dirais, des professeurs, mais aussi de l'équipe de direction. En fait, on avait dit que le projet était né ici. C'était l'adjointe qui était venue, avait vu une présentation de la classe inversée. Elle est arrivée et à un moment donné, en discutant, elle dit « Oh, j'ai vu quelque chose de formidable ». Et on en a parlé tous les deux. Et à un moment donné, je lui dis « Mais j'en rêve depuis longtemps ». Et voilà comment on s'est parti. On s'est partagé les tâches. Elle s'est plutôt penchée sur le côté moyen. De mon côté, avec d'autres collègues qui étaient partants, on a cherché à construire un projet et à former une équipe. Un certain nombre de professeurs qui étaient censés partir ne sont pas partis, d'autres qui ne paraissaient pas être dans le numérique au départ très attirés par, sont vraiment partis. Donc on est une équipe, pas de copains. On est une équipe qui s'est forgé un projet. On a travaillé 1 an. Pendant 1 an, on s'est réunis toutes les semaines quasiment. Le PASI nous a énormément aidés. On a eu aussi la DAN qui est venue à plusieurs reprises. Mais c'est au niveau de l'établissement que tout s'est construit. Et c'est au niveau de l'établissement que tout s'est mis en place. Et donc ça a été une dynamique, je dirais, d'équipe. Et cette dynamique d'équipe, elle continue aujourd'hui à produire d'autres dynamiques avec d'autres équipes qui se mettent en place, à l'intérieur et à l'extérieur. Et je crois que l'institution le favorise. Deuxième chose, vous disiez comment on combine des projets nouveaux avec l'institution elle-même. Nous, d'emblée, première terminale... Je parlais des contraintes de l'école. Il n'était pas question, par exemple, qu'on touche aux notes. Puisque après le bac, on demande des notes. Donc il fallait qu'on produise des notes. Donc on a fait autour des contraintes notre projet et on a intégré les contraintes au projet. Très bien. J'irai un peu dans le même sens que mon collègue, c'est-à-dire que notre projet est un projet d'équipe qui s'est construit progressivement. Alors nous, ce n'est pas le chef d'établissement ou l'adjointe qui est revenu avec un projet. Je suis revenue avec le projet au départ. Mais rapidement, ça s'est diffusé dans le lycée. On a été tout de suite soutenu par le chef d'établissement. Et puis maintenant, on est vraiment 2 équipes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur des équipes, on ne parle pas de formation. On se réunit régulièrement, alors pas toutes les semaines, mais plutôt tous les trimestres, pour faire une sorte de bilan d'étape où chacun arrive en disant... Ben, voilà ce qu'on pourrait essayer, voilà quel est mon problème, et est-ce que vous avez des solutions? Donc en fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma présentation. On arrive avec nos forces et nos faiblesses, et on réfléchit tous ensemble à comment gérer ces forces et ces faiblesses de l'équipe. C'est tout à fait ce qui apparaît. Je suis allée lire votre blog, qui est une sorte de carnet de bord du projet. Et on sent bien que ce carnet de bord, cette manière de dire les choses, de mettre en mots, vous permet de progresser, en fait, de mettre un mot sur les difficultés et les réussites. On se fait un rapport tous les ans, mais ce rapport est le fruit de ces 3 sessions de travail collectives dans lequel on expose un certain nombre de problèmes, dans lequel on essaye de s'accompagner les uns les autres. Alors, moi, au début, j'ai pu accompagner au niveau numérique, c'est-à-dire qu'il y a des collègues qui étaient... la collègue de maths qui est rentrée dans le projet il y a 4 ans, elle n'avait jamais utilisé d'ordinateur pour préparer ses cours. Aujourd'hui, elle est formatrice des nouveaux collègues arrivant dans le projet. Alors ça, c'est une question qui revient justement, la question des compétences numériques engagées des enseignants. Est-ce que c'est une question, comment cette question, vous lui apportez des réponses? Est-ce qu'il y a effectivement une formation aux compétences numériques? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que
Voilà, j'ai tout perdu. Ce qui m'a frappé, c'est que dans le plan de formation, je crois, du projet de la classe de Numactif, justement, le plan de formation, il touche surtout à des questions de métacognition, de psychopédagogie, etc. En fait, on n'est pas sur de la formation numérique, finalement, Christine. Alors, c'est gentil. Le projet Numavenir, en fait, le numérique vient comme un prétexte au changement de pratique. On sait bien que le numérique, soit on amène un outil nouveau et à ce moment-là, on est dans l'accompagnement au changement, soit le numérique est au service d'un besoin identifié ou de nouvelles pratiques. Moi, je crois vraiment qu'il faut bien mesurer qu'on a demandé aux familles d'être dans une éducation bienveillante des enfants. Et on voit bien que la société a changé son regard sur l'enfant dans l'éducation, dans sa relation, dans sa demande de responsabilité. L'école doit évoluer aussi, forcément. Mais pour le moment, on est dans une répétition d'un système qu'on connaît. Pour nous, l'intérêt du numérique, c'est de pouvoir, par quelque chose, par un outil, par un équipement, parfois la tablette, par un prétexte d'écosystème, de pouvoir re-questionner, et le témoignage qui vient d'être abordé est extrêmement intéressant, de dire la formation, en réalité, c'est des réunions d'étapes, c'est de la coécriture, c'est de la mise en mots. Et en fait, on voit bien qu'à travers un projet, qui soit un projet d'établissement ou un projet plus important, un projet de réseau d'établissement, eh bien, en fait, quand on amène quelque chose de nouveau, alors on re-questionne la question de la pédagogie, et la pédagogie est centrale. Mais il faut réenchanter les enseignants, réenchanter les élèves, réenchanter les familles et venir avec des éléments différents, positifs, et le numérique nous le permet. Alors je voulais intervenir sur, justement, pour compléter, parce que je partage tous les points de vue qui viennent d'être évoqués, les familles dans tous ces projets. Et c'est vrai que c'est pas si simple. Pour le projet Numavenir, on a fait le choix de fabriquer un site collaboratif où ce sont les élèves qui écrivent et qui témoignent. L'objectif de cela, c'était, le projet n'est pas pour les enseignants, mais c'est un projet qui est pour les élèves et l'enseignant est médiateur de ce projet. Ce qui fait que ce sont les élèves accompagnés des enseignants, je les salue, pour ceux qui représentent tous les autres, ce sont les élèves qui viennent construire le projet et qui viennent témoigner. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les élèves témoignent, racontent aux familles par ce biais-là. Et les familles, en fait, ont une vitrine de ce qui se passe dans la classe. Souvent, l'enseignant, l'élève, il revient quand il a eu un événement pas facile, une relation difficile, et il oublie de témoigner de ce qui se passe bien. Et quand j'ai fait des réunions d'établissement avec les élèves, parce que je suis allée écouter les élèves pour voir si le projet leur parlait, je leur ai dit, écoutez, on ne va pas faire un site Numavenir, on va créer un blog, ça sera plus dans votre environnement, on va faire un compte Twitter, etc. Ils m'ont dit, surtout pas. Surtout pas. Twitter, c'est le domaine perso. Nous, ce projet, vous nous identifiez comme étant des collaborateurs du système. On veut que ce soit un objet professionnel et qu'on relaie un certain nombre d'informations. Et c'est eux qui vont prendre les bonnes idées dans les classes des autres pour dire à leurs professeurs, regardez ce qui se fait, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Mais on n'est pas sur des grands changements, on est sur des petits focus. Et donc, je vous repasse le lien parce que ça fait écho avec la question de l'évaluation, l'identification par les badges, la gamification de l'évaluation. Tout ça, on a le droit de le questionner et c'est vraiment... on voit bien qu'il y a des fils rouges quand même dans toutes les questions qu'on se pose. Et justement, on voit bien que dans tous vos projets, et ça je pense que c'est une force qu'on ne voyait pas ces premières années numériques, c'est qu'on a des équipes entières, voire des établissements, voire même des territoires qui s'engagent collectivement. Dans votre établissement, vous avez commencé sur une classe, puis vous avez élargi le cercle petit à petit, et vous avez réussi effectivement, comme dans les autres projets, à emmener un nombre conséquent. Et ça, c'est quand même une nouveauté dans le développement du numérique éducatif. Et pour poursuivre sur les familles, mes meilleurs ambassadeurs, c'est les élèves. Les parents qui ne venaient plus, là, j'ai des parents qui sont venus en réunion parents-professeurs pour dire « Vous avez mis un badge à mon fils? C'est possible, ça ?» Parce que, évidemment, les badges, ça valorise que les réussites. Et qu'un enfant, qu'un élève qui a eu un badge qui est en échec scolaire, d'avoir quelque chose de valorisé, c'est commencer à tisser quelque chose qui était perdu, qu'on commence à retrouver. Et d'avoir commencé petit, maintenant ça s'étend, et on a le projet de l'étendre aussi à la vie scolaire, pour les intégrer également au projet des badges, pour valoriser
des compétences sociales qui sont aussi à valoriser au sein d'un établissement. Juste pour témoigner, le projet, en fait, on l'avait écrit, j'ai souri parce qu'il y a une question, comment faire avec des budgets de plus en plus restreints. J'allais poser cette question, il fallait quand même qu'elle soit posée. Donc elle est très bonne. En fait, on a été mobilisé des fonds européens qui sont sur l'axe décrochage scolaire. Et de toute façon, nous sommes tous en ayant de l'appétence dans le numérique. Tous les dossiers aujourd'hui ou tous les potentiels de dossiers, vous avez forcément du numérique à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois, on sait bien que le numérique permet de réquestionner des dossiers ou des axes qui étaient là et qui étaient un peu poussiéreux, je vais le dire comme ça. Et donc le numérique permet, et j'ai eu des fonds européens de façon significative. Au départ, on était parti sur un public d'élèves pour 3 années de 4500 élèves, puisque le budget est significatif, il fallait que j'ai quand même un nombre d'élèves à embarquer significatif. Et en fait, dès la première année, j'ai été un peu dépassée, je l'avoue, par le projet, parce que dès la première année, il y a 3600 élèves qui se sont inscrits dans la vie du projet. Alors que nous étions sur 4 années avec une montée progressive en charge. Et c'est vrai que, en fait, je suis dans la 2e année, nous sommes dans la 2e année ensemble, et en fait, on a amené les autres enseignants, des établissements complets. Et ce projet a été utilisé pour réécrire des contrats, des projets d'établissement. Donc ça a été totalement intégré dans la vie de l'établissement. Donc c'est une impulsion à un moment donné, et puis quand ça crée du sens et quand les équipes peuvent rediscuter ensemble, alors évidemment tout le monde est partant. C'est vrai que sur la question, on a des questions un petit peu autour de la formation, des compétences des enseignants, mais ce que j'entends, c'est que, en fait, on a inventé de nouvelles formes de formation. On sait qu'on a besoin de formation, mais à travers vos projets, vous avez, je crois que Fanny, vous l'avez décrit, ce travail de professionnels. Vous dites on n'est pas une bande de copains, mais on est une bande de professionnels qui travaillons ensemble et qui avançons ensemble. Donc c'est vrai qu'on est là dans des formes de formation plus horizontales, on dit, par les pairs, qui effectivement sont aussi des pistes intéressantes à développer. Alors il y a un autre... Alors vous avez un petit peu évoqué avec la dentelle de Survive on Mars, la question qui consiste à dire comment concilier ces initiatives très intéressantes, voilà, c'est avec cette forte densité de programmes, donc c'est ce que j'appelais les contraintes, cette tension entre effectivement l'examen, le programme à faire et puis cette envie de passer par des chemins de traverse. Alors vous avez parlé de dentelle, je pense qu'il y a des choix, on doit effectuer des choix, on doit peut-être, alors c'est un petit peu la vertu de la classe inversée, de permettre de transformer un petit peu les choses. Vous pourriez nous en dire quelques mots de cette dentelle ? Oui, faut savoir qu'à la base, en fait, dans l'équipe de création, on est beaucoup d'inverseurs déjà. Donc déjà, avoir réfléchi justement sur le fait qu'on veut faire des choses plus simples à la maison pour pouvoir aller plus loin en classe. Et puis c'est vrai que c'est de ça que c'est parti finalement, qu'une fois qu'on veut faire des choses pour aller plus loin en classe, comment on contextualise, etc. Donc on en est arrivé à ce projet de Survive on Mars. Mais ce qui est important justement, c'est que oui, les programmes sont denses, mais ce qu'on fait, ça ne vient pas se surajouter à des choses qu'on fait d'habitude. On inclut les activités classiques ou moins classiques à l'intérieur des missions que l'on donne. L'idée, c'est pas qu'il y ait encore plus de choses à faire. Non, ce qui est à faire ou ce qui est à apprendre est fait différemment. Donc la classe inversée, ça aide en effet justement parce qu'on reporte finalement les choses faciles et les apprentissages simples à la maison. Et puis en classe, on peut vraiment travailler sur les compétences, sur la remobilisation des connaissances, sur la créativité des élèves aussi. Et donc voilà, les programmes se font et se font très très bien, mais d'une manière différente. C'est un point qu'on a noté aussi, c'est l'engagement des élèves à faire, à produire. C'est ce qui nous a frappé dans vos projets, c'est qu'en fait, peut-être plus particulièrement, là on était sur l'évaluation, mais on a des élèves qui sont producteurs, qui réalisent, et ça c'est quelque chose qui nous semble être aussi une manière profonde d'inscrire des compétences dans les apprentissages. Je vais demander à Camille combien de temps il nous reste, parce que j'ai une question finale. 20 minutes. Oh, mais c'est royal. Donc c'est royal, c'est très bien. Juste peut-être pour compléter ce qui a été dit, et ce que vous veniez de dire justement, c'est que prendre des chemins de traverse pour réaliser le programme, c'est pas perdre du temps. C'est parfois en gagner, parce que qu'est-ce qu'on veut ? Que l'élève ait vu tout le programme ou que l'élève ait fait
tout le programme. C'est-à-dire que l'élève, à la fin de l'année, il se soit réellement approprié en ayant participé à la construction de son savoir, aux activités, ou qu'il ait subi la classe tout au long de l'année parce que dès les 15 premiers jours, il décroche et qu'il ne comprend plus rien, qu'il ne sait plus où il en est, etc. Et donc en fait, on perd pas de temps. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est que j'amène beaucoup plus d'élèves vers les compétences qui sont attendues en fin d'année. Beaucoup plus que dans une classe plus traditionnelle où en fait je perds rapidement le fil avec ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, et parce que la classe ne me donne pas toujours les bonnes informations et mon intuition n'est pas toujours celle qui correspond à la réalité. J'ai l'impression que votre voisin a envie de dire quelque chose là. Hein. C'est parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Et je crois qu'un des problèmes aujourd'hui de l'éducation nationale, c'est de se poser la question quelles compétences on évalue. Là, par exemple, nous, on a amené des élèves au bac dans toutes les épreuves où il y avait un travail de groupe. Par exemple, entre les TPE, on n'a pas eu le temps de tout dire. Hein. Dans les TPE, à l'oral, les élèves, par rapport à la classe témoin, ils ont été vraiment au-dessus. Par exemple, en TPE, 2 points de différence en moyenne avec l'autre classe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acquis d'autres compétences de travail de groupe, de réflexion sur soi, de capacité à s'exprimer qui ne sont pas évaluées aujourd'hui. Et un des éléments fondamentaux, je dirais, de l'éducation nationale, ce serait de se poser qu'est-ce qu'on évalue véritablement à l'école. Est-ce qu'il y a des compétences autres de savoir-faire, de savoir-être, qui ne sont pas aussi importantes que celles-ci, ne serait que le travail en équipe, tant nécessaire ensuite dans les études supérieures et même au-delà. Voilà, effectivement. Alors, moi, j'aimerais réagir à la question, aux remarques et puis aux questions que je vois là. Vers les compétences non académiques pour tous les élèves et les parents. Ça fait 3 fois que je la lis et quelque part, la question qui est posée, c'est sur le contenu, les programmes, la capacité de produire, d'atteindre les compétences. En réalité, enfin, je vais être un peu... je m'excuse, mais c'est nous-mêmes qui nous créons nos propres freins. L'inquiétude des programmes, l'inquiétude de ne pas finir, de ne pas tout avoir vu, l'inquiétude de mettre une note ou de ne pas mettre une note. On a toujours demandé d'évaluer, mais on a le droit de réinterroger les pratiques dans lesquelles on est installé depuis des siècles. Et ce que je veux dire par là, c'est, je vous donne l'exemple tout bête. La carte mentale, l'outil de carte mentale que vous avez vu, qui a été présenté par les élèves, on a fait un marché public. Alors on a appris à faire des marchés publics, etc. On a fait un marché public. Le marché public prévoyait qu'on équipait les établissements, mais on équipait surtout les élèves, puisque je vous expliquais que c'était un projet par les élèves, pour les élèves. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un élément bloquant, c'est que les licences ne sont pas distribuées aux élèves. Donc, ça fait 45 établissements pilotés. À chaque fois, j'y vais, mais je dis, mais pourquoi vous ne donnez pas les licences aux élèves ? Mais oui, mais c'est un code, vous vous rendez compte si ça part et si ça part à l'extérieur. Mais je dis, mais on a dépensé de l'argent, pas pour nous, le système, on l'a dépensé pour les élèves. Et collectivement, les enseignants se sont créés des propres freins internes qu'on n'avait même pas anticipés, qui fait qu'eux-mêmes modèrent le processus. Parce qu'il y a une forme de régulation dans sa pratique qui fait qu'on ne s'autorise pas autant que ce qui serait possible. Et pourtant, nous, pour le coup, on a un portage académique. Donc quand je leur dis diffuser les codes, je le fais en ayant assumé toutes les responsabilités qui en découlent. Donc imaginons des projets d'expérimentation comme le badge, où on est sur des questionnements vraiment de fond sur quelle est la place de l'évaluation, comment j'introduis la note sur le post-bac, comment est-ce que j'introduis la note dans l'orientation scolaire, est-ce que c'est avec note ou sans note. Or aujourd'hui, on est bien sûr le suivi des apprentissages grâce au numérique. On a dépassé largement la question de la note ce jour-là, avec tout l'environnement de stress de l'élève. Donc voilà, alors, je m'emporte un peu, mais... Non, mais je suis contente, Christine, que Christine François ait ses propos, parce que Christine est inspectrice, oui. Fait partie du corps des inspecteurs, donc je suis contente qu'on ait au moins cette parole, puisqu'elle pose bien les choses, effectivement. Elle pose bien notre liberté et notre responsabilité d'enseignant à effectivement s'engager
dans des pratiques qui vont amener vers les élèves la réussite des élèves. Non, Annie, je ne te ferai pas ramasser une deuxième fois mes feuilles, je te promets. Alors, moi, on a évoqué des choses très pointues sur vos approches de l'évaluation, sur vos approches de l'accompagnement des élèves. Moi, ce matin, nous avons eu une présentation de Franck Amadieu. Je voudrais essayer de voir un petit peu comment les enseignants s'approchent de la recherche. Comment sont-ils irrigués ou pas irrigués? Comment éclairent-ils leur pratique de ces travaux de recherche qui sont plus ou moins accessibles? Ce matin, on a eu la chance d'écouter Franck Amadieu. Je crois que c'était limpide et que voilà, c'était une occasion. Est-ce que vous vous êtes inspiré à un moment donné, ou est-ce que vous souhaiteriez l'être? Là, on va rentrer dans la période de Noël. C'est quoi vos vœux par rapport à ce rapprochement avec la recherche? Alors, qui attrape le micro? Je vais juste répondre parce que pour autoriser les enseignants à casser les codes, eh bien, il a fallu que j'organise tout au long de ce projet des séminaires, une fois par trimestre, où il y a à peu près 200 enseignants qui viennent et où il y a des chercheurs qui viennent expliquer pourquoi on réinterroge la pratique, dans quel cadre on est, et pour sécuriser les enseignants de cette dimension de modification de sa pratique. Donc je crois qu'en tout cas chez nous, la recherche a été nécessaire pour sécuriser les enseignants, de dire j'ai le droit de faire autrement. Et pourquoi je le fais et dans quel axe. Voilà, c'est juste pour témoigner de cela. Alors nous, dans notre cadre, c'était pas exactement on n'a pas interrogé la recherche. Plus fort et plus près. Pardon, Fanny. on n'a pas interrogé la recherche au niveau de séminaires, etc. Par contre, il est évident que les nombreuses lectures, un questionnement incessant qui s'est tourné aussi vers des articles ou des thèses, notamment, on parlait tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure le principe de l'ergonomie du document numérique. C'est quelque chose effectivement que j'ai emprunté à André Tricot et à sa réflexion sur le document numérique, ou à j'ai oublié Monsieur Rouet, mais j'ai oublié le prénom. Jean-François Rouet, voilà, qui interroge les principes de la lecture, etc. Donc effectivement, nous avons nourri, et c'est dans ces sessions d'échange avec les collègues que nous avons fait passer nos différentes lectures et nos différentes découvertes, on va dire, au niveau de la recherche. On aimerait aujourd'hui, nous, aller beaucoup plus loin, puisqu'on aimerait, à partir de cette dimension d'équipe, irriguer l'ensemble de l'établissement vers l'idée d'un établissement apprenant, où là, c'est la recherche qui viendrait à nous, et non plus nous qui irriguons. C'est votre projet d'ailleurs, l'établissement apprenant. L'objectif, c'est dans les semaines à venir de devenir établissement apprenant, c'est-à-dire de donner la parole à tous les porteurs de projets et tous les porteurs d'innovation à l'intérieur de notre lycée, puisqu'il faut savoir qu'il y en a beaucoup. On n'est pas le seul projet pédagogique tourné vers notamment l'accompagnement des classes de seconde. Il en existe aussi pour les classes de première et de terminale, et aussi une CPGE qui est unique en France, puisqu'elle accueille que des bacs pro, donc vers les grandes écoles. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de devenir dans un premier temps établissement apprenant, c'est-à-dire où tous les enseignants seraient au même titre que les élèves des apprenants potentiels, grâce à cet échange et à cette mutualisation au sein même de l'établissement, qui deviendrait la base d'un réseau interne et externe avec le territoire, on en parlait déjà, vers un projet de concrétisation de Lab School. Donc ça, ce sera la deuxième étape où effectivement la recherche participera à la fois à l'évaluation de nos projets, mais aussi à la construction de nouveaux terrains de recherche. Et les enseignants-chercheurs eux-mêmes. La boucle est bouclée. Et pour citer quelqu'un qui est dans la salle, des enseignants qui apprennent sont, non, c'est une mauvaise citation, en tout cas des enseignants qui se forment sont des élèves qui apprennent. Désolé François pour l'erreur. Alors, je crois que nous avons quelques minutes, ou un peu plus même, pour prendre des questions dans la salle. Donc, si vous voulez intervenir, attraper le micro, je suis certaine... on n'a pas pris toutes les questions, bien sûr. Il y a peut-être des questions plus pratiques. Oui. On a vu les questions passer sur les badges, notamment, mais il y a peut-être d'autres questions. Monsieur, oui, alors on va vous écouter pendant qu'on attend les questions. Allez-y. Je voulais compléter ce qui venait d'être dit là. Nous, notre projet, c'est basé sur des théories. 3 théories. Première théorie au niveau de la pédagogie active, des théories anciennes, Montessori, etc. Au niveau, je dirais, des relations sociales, c'est toute la logique des sciences humaines et en particulier des écoles américaines sur
le changement de posture de la hiérarchie par rapport aux performances qui sont développées par exemple dans des entreprises telles que Google ou autres. Et on se disait que ça serait intéressant de faire bouger un petit peu cette hiérarchisation au niveau des classes en s'inspirant de toutes ces théories. Et puis finalement, en ce qui concerne le numérique, on s'est basé sur tout un ensemble d'apports qui ont été faits sur l'aspect culturel du numérique, l'aspect social du numérique, parce que le numérique c'est un moyen, mais c'est également, on l'a dit tout à l'heure, des relations sociales qui sont changées. C'est ce que nous nous a dit ce matin d'ailleurs. Et modifiées. Et donc on voulait en quelque sorte de prendre en compte ces relations sociales pour dynamiser le groupe élève. Le groupe élève qui s'est énormément entraidé. On a découvert des choses qu'on n'envisageait pas. Et donc on s'est bien basé là-dessus, mais on veut aussi un retour aujourd'hui sur ce que nous avons fait. Et c'est pour ça qu'on a essayé dès le départ d'associer des chercheurs sociologues, des chercheurs psychologues, pour qu'ils étudient le projet, qui pour l'instant ils nous ont donné simplement que quelques aspects de leurs études. Et cette recherche va continuer. La semaine prochaine, on a rendez-vous justement avec d'autres chercheurs pour mettre en place pour les années qui viennent sur les autres équipes des protocoles de recherche, pas simplement sur notre lycée, mais sur d'autres lycées. Et on va se retrouver à plusieurs lycées qui pratiquent des classes inversées, va-t-on dire, pour qu'on étudie plus largement ce qui se fait dans la classe, voir le surplus, la plus-value que cela peut apporter, pas simplement au niveau des résultats, mais également sur l'ensemble de la personne humaine. Je vous remercie. Non, juste en fait, c'est vraiment comme mes collègues. Non, enfin, on a vraiment un projet qui est vraiment parti du terrain, de professeurs qui discutent entre eux, qui mènent un peu une auto-formation en fait sur tout ce qui est classe inversée, travail de groupe, etc. Parce que c'est pas facile d'avoir des formations. En tout cas, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas beaucoup de formations au niveau académique. Mais ça se fait de plus en plus. Et c'est vrai que la recherche, on est plutôt demandeur justement d'évaluation sur nos pratiques, etc. Et notamment autour du jeu sérieux, il commence à y avoir justement des formations universitaires, etc. Et on aimerait justement que des chercheurs se penchent sur nos classes, sur nos manières de faire, nous disent ce qui va pas, le réel impact sur les élèves. Donc ça, c'est vraiment une attente, mais il faut que ça vienne, enfin, on cherche et il faut que ça vienne vers nous. Mais ce n'est pas le point de départ. Voilà une chose, je pense que l'institution a développé ces dernières années, c'est effectivement le lien avec la recherche à travers les projets IFRAN notamment, mais aussi à travers des incubateurs académiques. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son institution locale, du territoire, pour être accompagné et rentrer dans un échange effectivement autour de ces questions. Parce qu'effectivement sur le jeu, on commence maintenant à développer dans les académies et dans les réseaux en général des choses assez intéressantes. Il y a une plateforme nationale, ça apprendre avec le jeu numérique, que vous connaissez certainement. Donc il est important de ne pas rester seul, de s'ouvrir. Et on voit bien que c'est un petit peu la démarche que vous suivez les uns et les autres. Alors moi j'ai une question sur votre univers là. C'est beau. J'ai regardé un petit peu comment ça avait été fait. Je me suis dit finalement c'est une petite application. C'est une application qu'on utilise souvent pour faire de l'infographie, que vous avez complètement développé. Comment ça? Qu'est-ce qui vous a fait ça? Allez, racontez-nous. Non, mais on utilise en fait des sites et des applications qui sont gratuits et qui sont disponibles et vraiment il n'y a pas besoin de savoir coder ni quoi que ce soit. On utilise le site Geniali par exemple pour créer donc les interfaces de jeu. Je dis parce que bon, voilà, on utilise des applications comme Photospeak, Telagami, etc. Enfin voilà, des applications qui sont gratuites, ou en tout cas pour lesquelles il y a des versions gratuites pour les professeurs ou des versions gratuites tout court. Et tout ça, ça nous permet en fait d'assembler différents outils et de créer cet univers visuel qui est le point d'accroche. Mais pour nous, l'important, c'est le contenu. Mais ce qu'il y a autour, c'est important aussi justement pour les élèves, pour les plonger dans l'univers et ainsi qu'ils puissent incarner les personnages et trouver les ressources de manière moins académique. Oui, ça veut dire, en toile de fond, que vous êtes une équipe composée de geeks, de moins geeks, de
chacun trouve un petit peu sa place dans ce projet-là? Un petit peu geek quand même, parce que pour pouvoir mettre du numérique dans sa classe, il faut aimer ça, quoi. Mais on n'a pas besoin de savoir coder, on n'a pas besoin d'être un as de Linux ou de je sais pas quoi. L'important, c'est d'avoir envie, et c'est des outils qui sont facilement pris en main, très très faciles à prendre en main. Qui nous rassure, mais bon, qui nous dit qu'il y a quand même, il faut avoir envie pour pouvoir se plonger quand même voilà, dans cet univers-là. Mais je crois que vous nous avez donné envie, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions spécifiquement dans la salle. Moi, j'ai envie de faire un petit peu le lien avec demain matin, parce que demain matin, nous aborderons la forme scolaire. Et je ne sais pas si c'est le numérique qui change la forme scolaire ou la forme scolaire qui s'appuie sur le numérique pour se changer, qui a besoin de se changer dans un monde qui est certes numérique, mais un monde qui change. Et cette question du changement de la forme scolaire avec ou par le numérique sera abordée demain matin. Je me mets à votre place, Camille et François, pour vous dire que donc on accueillera pour notre grand plaisir à tous, Catherine Bizot, donc, qui nous présentera sa vision du changement de la forme scolaire avec le numérique. Voilà. Donc on vous attend nombreux demain. Moi personnellement, je serai là encore demain. Et je vous remercie 1000 fois, les uns et les autres, de nous avoir enthousiasmés aujourd'hui. Et vraiment, c'est très sincère, parce que vous entendre, c'est encore mieux que de vous lire. Et je crois que ça nous donne une formidable envie d'en parler et d'amener des tas d'enseignants à vous suivre sur ce chemin-là. Donc merci aussi à la Ligue de l'enseignement d'avoir provoqué ce débat et cette présentation. Et à demain.